À la fin de l'année 1940, l'industriel lyonnais René Maurice Gattefossé achète une propriété à Saint-Rémy-de-Provence, le mas Belle-Île. Alors que les échanges commerciaux sont fortement réduits par le conflit mondial, il entend s'assurer une production régulière et directe de lavande, de romarin, de sauge, toutes ces plantes aromatiques qui servent de matière première à son usine chimique. Les huiles essentielles obtenues par distillation à Belle-Île entreront dans la composition des parfums, des pommades, des préparations pharmaceutiques ou cosmétiques que l'entreprise commercialise. Après avoir œuvré sa vie durant en faveur de la culture et des propriétés de la lavande, René Maurice Gattefossé, à l'âge de 60 ans, devient lui-même lavandiculteur. « 1907. Le président de l'Union des syndicats agricoles du Sud-Est, M. de Fongalan, convie les frères Gattefossé, chimistes parfumeurs à Lyon, à s'intéresser au sort des lavandiers de Haute-Provence. René Maurice, 26 ans et cadet de la famille, se rend au Ventoux, à Ferrassières, à Manosque, à Valençol, à Valréas. Au volant de sa zèbre monocylindrique rouge pompier, il parcourt les baillassières, ces grandes étendues de lavande sauvage. C'est la naissance d'un amour. Pourtant, il découvre un pays rude, où les conditions de cueillette et de distillation sont déplorables. Sur cette terre ingrate, les pauvres récoltes suffisent à peine à subvenir à la vie quotidienne. Le jeune ingénieur entreprend alors une campagne de conférences pour expliquer comment récolter et distiller rationnellement. La science, qu'il incarne, doit accroître la production d'essence et augmenter sa valeur marchande. À terme, et conformément aux souhaits de Fongalan, il s'agit de permettre aux paysans de sortir de leur dénuement. Les établissements Gattefossé y gagnent de quoi nourrir leur activité de parfumeur et asseoir leur réputation. La France, l'indépendance à l'égard de l'Angleterre, fournisseur traditionnel d'essence de lavande. Gattefossé ne s'en tient pas seulement à la théorie. En amont, il montre aux paysans comment cultiver de manière artificielle cette plante sauvage qu'est la lavande. Il promeut l'usage des engrais. En aval, il rénove le matériel de distillation. Avec Jean-Marie Vial, un ami industriel, il perfectionne des alambics. Il noue des contacts à la foire de Digne, où acheteurs grassois et producteurs marchandent le cours des essences. Il apprend aux pharmaciens locaux les méthodes de titrage des éthers permettant la sélection des essences. Il participe, avec le professeur Lamotte, infatigable défenseur de la lavande, à la création d'un syndicat de producteurs à Luc-en-Diois. À Barème, il rachète l'usine Chimel, première distillerie à vapeur. En 1916, il organise, toujours avec Vial, une coopérative de lavandiers à Sault-en-Vaucluse, la Société de la lavande française. Pendant 10 ans, cette campagne ne ralentit pas. Ses résultats sont excellents puisqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, les cours se sont élevés de 14 à 48 francs le kilo. La production s'est accrue dans des proportions similaires. La cause des lavandiers est désormais gagnée. L'avenir de la lavande française assuré. Lors de ses échanges avec les paysans provençaux, Gattefossé entend parler de certaines propriétés de la lavande.
Ils disent qu'appliquée sur les plaies, elle favorise une cicatrisation rapide. Qu'ingérée sur un morceau de sucre, elle calme les maux d'estomac. Que badigeonnée sur le cou enflé des enfants, elle soigne les maux de gorge. En ces années 1910, Gattefossé acquiert également une connaissance approfondie des autres plantes aromatiques. Il visite les roseraies proches de Lyon, à Fézin, à Villeurbanne, à Vénissieux, puis celles de la Côte d'Azur, de Sicile, de Bulgarie. Avec Vial, il investit dans une fabrique d'essence de rose à Golfe-Juan. À Grasse, il parcourt les cultures de jasmin, de tubéreuse, de jacinthe, et s'entretient avec la prestigieuse maison Chiris. Il se rend en Algérie pour l'essence de géranium et d'orange. Ailleurs, il rencontre des paysans qui cultivent la menthe, la bergamote ou la sauge sclarée. Partout, il déplore des pratiques de culture trop traditionnelles, trop artisanales, où la science est encore absente. Soucieux de réguler son approvisionnement en matières premières, il prend des participations au sein de diverses sociétés pour obtenir l'essence de citron, les concentrés d'orange, le jasmin, la citronnelle, l'iris, l'essence de rose, le menthol cristallisé. L'entreprise noue des relations avec l'Argentine, le Japon, l'Afrique occidentale française, l'Indochine, Madagascar. Très vite, les frères Gattefossé, Abel, René Maurice et Robert, trouvent une manière originale de relayer toutes ces actions en faveur des plantes aromatiques. Ils créent la Parfumerie moderne, revue scientifique et de défense professionnelle. Cette revue se donne pour objectif de soutenir les intérêts de la parfumerie française en s'adressant à tous ceux qui la font. Lavandiers, mais aussi grands industriels de Grasse, ingénieurs agronomes ou fabricants d'appareils. Les frères y consignent l'avancée des recherches du laboratoire Gattefossé. Ils y insèrent leurs reportages photographiques. Ils font la promotion des produits de l'entreprise, si bien que la parfumerie moderne, c'est un peu un album de famille. Ambiguïté de la revue. Elle est à la fois un organe corporatiste et l'outil majeur de la propagande maison. C'est surtout un coup de génie. Instantanément, elle fait de ses éditeurs, les établissements Gattefossé, un acteur majeur du secteur. Chaque mois, nombreux sont les professionnels qui attendent sa parution, comme ils étaient nombreux déjà à attendre les formulaires de parfumerie rédigés par René Maurice. Cet effort régulier de publication confère à l'entreprise un ascendant sur le marché sans rapport avec son poids industriel réel. À ces considérations stratégiques se mêle néanmoins un goût prononcé pour le débat d'idées. D'année en année, de numéro en numéro, puis de livre en livre, Gattefossé fait partager les progrès de ses recherches. Sa bibliographie scientifique et technique s'étoffera jusqu'à atteindre une trentaine de titres. Rapidement, la parfumerie moderne connaît un succès international et est traduite en plusieurs langues. Elles permettent à l'excellence française de se faire connaître à l'étranger. Revers de la médaille,
ce succès limite l'expansion de la production hexagonale. Les cultures étrangères, instruites grâce à la revue des techniques les plus modernes, possèdent dorénavant les moyens de leur développement. Ce paradoxe éditorial est révélateur du tempérament de René-Maurice Gattefossé, un homme foncièrement patriote, que sa curiosité naturelle et ses affaires ont cependant émancipé du cadre national. La campagne menée dans la parfumerie moderne en faveur de la lavandiculture française n'est pas simplement une réussite. C'est aussi la marque d'un esprit délibérément social et progressiste. À force de discipline, Gattefossé a su réformer son naturel libertaire. Son existence s'est alors chargée de multiples engagements. Désireux de favoriser le développement industriel et agricole de sa région, il est membre fondateur de l'AICA, qui représente le patronat lyonnais. Vice-président pendant une trentaine d'années, il prendra la succession d'Aimé Bernard de 1945 à 1950. Gattefossé sera aussi, dans le désordre, président du syndicat des lavandes françaises, membre fondateur du comité de la foire de Lyon et du Rotary Club, vice-président de la chambre syndicale de la parfumerie du Rhône, directeur de l'atelier école d'aveugles Gallieni, inspecteur régional de l'enseignement technique, membre de l'association archéologique Rodania et de la société de pathologie comparée, candidat à la mairie de Saint-Rémy, etc., etc. Sur des cahiers ou des carnets d'écoliers, des notices de formulation, des dessins. L'argument de la correspondance ou des conférences. La trame des romans. La moindre idée. Quelques réflexions intimes ou des poèmes en vers. Bout à bout, ces papiers produisent le relevé fidèle de l'activité cérébrale de René-Maurice Gattefossé. Un monde nouveau, un monde à part, un monde à moi, comme il l'écrit lui-même. L'ensemble témoigne de la fertilité et de la curiosité polymorphe de son esprit. Gattefossé s'intéresse à tout, surtout ce qui est neuf et technique. Il réfléchit sur la télévision et Wagner, envisage de substituer le caoutchouc au bitume de nos routes. Il lit Freud et Shakespeare, écrit sur la réflexothérapie et la manière d'inventer PowerPoint au moyen du cinéma des Lumières. Mais si cette multiplicité des centres d'intérêt témoigne bel et bien d'un esprit érudit et universel, il ne faut pas y voir qu'un simple trait de caractère. En fait, chaque réflexion, chaque inspiration nouvelle vient s'inscrire dans un système de pensée global, fondé précisément sur la variété et la confrontation des domaines. Les travaux sur la psychologie collective, le ski, les écritures viennent constamment stimuler ou rafraîchir la formulation des hypothèses en chimie. Si bien que la parfumerie donne son nom à cette curiosité, un art des connexions et des assemblages heureux. Ce mode de pensée, profondément intuitif, implique une liberté totale, le refus des discours d'autorité et un brin d'anticonformisme.
autant de caractères qui participent de la définition Gattefossé de la sagesse. L'accomplissement de soi a justement été une préoccupation précoce. Enfant, petit René boit 2 litres de thé fort par jour pour fortifier sa volonté. S'impose des régimes, des efforts physiques, cherche des pouvoirs. Il étudie la psychologie et l'instruction, l'histoire et les parasciences, celles qu'il appellera plus tard les techniques oubliées. Il expérimente, dessine les plans d'appareils imaginaires. Un tempérament d'apprenti sorcier l'entraîne à reproduire les expériences menées par le professeur Charcot à la Salpêtrière. Il hypnotise son jeune frère Robert, excellent sujet médiumnique, qui décrit avec force détail des événements du siècle précédent. Un soir, Robert raconte les dernières heures de l'équipage d'un sous-marin échoué par 50 mètres de fond. C'est son père Louis qui décidera de l'avenir de René Maurice. Désireux de canaliser la créativité de son fils au profit de l'entreprise familiale, il lui intime de suivre des cours de chimie. Le cadet fait donc son entrée à la faculté des sciences de l'université de Lyon. Passionné, il discute longuement de l'avenir de cette discipline avec ses congénères, Paul Fisch notamment, dont le père sera un actionnaire déterminant de l'entreprise dans les années 20. Tous sont persuadés que la chimie sera la grande affaire du siècle. En 1902, alors que son grand frère Abel et son père Louis assurent les fonctions commerciales, le jeune René Maurice, ses études tout juste terminées, est en charge du laboratoire Gattefossé. « 25 juillet 1910. René Maurice Gattefossé est victime d'une explosion. Très gravement brûlé aux mains et sur le crâne, le voici bientôt atteint de gangrène gazeuse. Le traitement classique qu'il reçoit, acide picrique, pansement et repos, ne produit plus d'effet. En dernier recours, se remémorant les anciennes pratiques provençales, il décide d'appliquer sur ses plaies infectées de l'huile essentielle de lavande. Les résultats sont rapides, stupéfiants. Ils achèvent de confirmer son intuition. L'essence de lavande possède de réelles propriétés antiseptiques et cicatrisantes. Ici s'origine une conviction dont Gattefossé ne démordra pas, mais pour laquelle il devra combattre. C'est le monde scientifique et médical dans son entier qu'il faudra convaincre, ce qui signifie beaucoup de ténacité et de patience, concrètement beaucoup d'articles et de conférences, d'ouvrages réexposant continuellement ses postulats. En 1917, il écrit Culture et industrie des plantes aromatiques et plantes médicales de montagne avec la motte. En 1919, propriétés bactéricides de quelques huiles essentielles et en 1924, le rôle physiologique des parfums en collaboration avec Tamisier. En 1925, action physiologique des solutions aromatiques avec Douli. En 1926, valeur thérapeutique de l'essence de lavande et les essences en thérapeutique. En 1927, cicatrisation rapide des plaies par les huiles essentielles. En 1932, emploi thérapeutique de l'essence de lavande, l'essence de pin et ses propriétés bactéricides, et en Italie, usi terapeutici dell'essenza di bergamotta. En 1937, Gattefossé publie ce qui est certainement la pièce maîtresse de son œuvre consacrée à la thérapeutique par les huiles essentielles, l'aromathérapie. Cet ouvrage de synthèse revient sur les expériences et publications précédentes. Gattefossé forge pour l'occasion le néologisme aromathérapie, qui baptisera bientôt et définitivement
cette branche de la médecine qu'il a contribué à créer. Pendant toutes ces années, il s'est agi de fonder l'autorité de l'aromathérapie et d'en assurer le rayonnement. Gad Fossé a mené le combat sur 2 fronts. Au niveau théorique, par cette constante activité éditoriale. Au niveau clinique, par l'application des recherches expérimentales en milieu hospitalier. Pour mieux convaincre, il a multiplié les collaborations avec des praticiens. Au cours de la Première Guerre mondiale, avec les docteurs Forgues et Marchand. Dans les années 20, avec le pharmacien Tamisier et le docteur Douly, avec lesquels il a écrit plusieurs ouvrages. Dans les années 30, c'est son fils, Henri Marcel, chimiste lui-même entré à l'entreprise en 1932, qui opérera un rapprochement hautement profitable avec les médecins lyonnais de l'Antiquaille, le docteur Gatté et le docteur Jonquière. Avec ce dernier, Gad Fossé rédigera plusieurs ouvrages, dont Essais de biophysique et Théorie de la chevelure. Pour ces médecins, le chimiste lyonnais compose des préparations pharmaceutiques à base d'huiles essentielles qui sont ensuite prescrites aux malades. Ces compositions sont variées, mais certaines remportent les suffrages. La stocone, une essence de lavande déterpénée, c'est-à-dire débarrassée des agents qui dans les huiles essentielles sont toxiques. Le salvol, désinfectant aromatique mis au point par Gad Fossé au moment de l'épidémie de grippe espagnole en 1918. Jusque-là, on utilisait peu les essences comme antiseptiques car leur insolubilité dans l'eau les rendait très difficiles d'emploi. Or, Gad Fossé parvient à rendre le salvol et la stocone solubles dans l'eau et miscibles dans les corps gras. Grâce à cette innovation, les huiles essentielles vont pouvoir être appliquées sous des formes diverses: pommade, émulsion, solution liquide pour injection ou pulvérisation. Plus tard, au cours des années 30, de nouvelles préparations, basées sur d'autres excipients, permettront d'obtenir une meilleure dispersion des éléments volatiles. Ce sera l'heure de gloire du sapolinol, mélange savonneux contenant à très faible dose des huiles essentielles choisies. De nombreux patients atteints de gangrène, de gale ou de maladies vénériennes sont guéris. Gad Fossé consigne avec soin les résultats. L'aromathérapie est le produit dérivé de ces années de prescription. « 1919. La famille a perdu 2 fils, Abel et Robert, tombés pour la France. Le contexte économique est médiocre. Les finances de la maison Gad Fossé sont précaires, alors que René Maurice veut se donner les moyens de développer ses intuitions, ses projets de recherche et offrir un nouvel essor à l'entreprise. Il réunit donc un tour de table disparate, composé de financiers et d'industriels lyonnais, avec lesquels il fonde la SFPA, Société française de produits aromatiques, anciennement établissement Gad Fossé et Fils. Initialement, Gad Fossé ne détient que 8% du capital, mais il assure la direction générale de l'entreprise. Il en diversifie les activités et de nouvelles gammes de produits sont créées. Parfums de synthèse, insecticides, pansements vétérinaires, compositions pour les soins hygiéniques de la peau. En 1930, le catalogue de la SFPA compte 647 références. Malheureusement, les succès sont ponctuels et les résultats généraux en demi-teinte. Au fond, l'entreprise n'a pas les moyens de cette diversification et ne peut se doter des budgets publicitaires requis par ses produits grand public. La débauche d'énergie nécessaire pour vaincre la morosité des marchés et satisfaire les actionnaires est épuisante. Le dialogue est de plus en plus heurté entre le conseil d'administration et le directeur général. Ce dernier arrive à un âge où il est surtout soucieux de parfaire son épanouissement personnel. Il prend la mesure de ses dissensions et de ses aspirations et se souvient de l'Atlantide de Platon. N'estimant que la vertu, il faisait peu de cas des choses terrestres. La réussite financière,
la conduite des affaires ne doivent pas étouffer la recherche de la sagesse et la quête de la vérité, mais les servir, bien au contraire. René Maurice Gattefossé réclame le temps nécessaire à ses lectures et la liberté indispensable à ses travaux d'érudition. En 1928, il s'en ouvre à Pierre Argence, ancien éditeur de la parfumerie moderne, et à Aimé Bernard, président de l'entreprise. Ensemble, ils envisagent la restructuration capitalistique et sectorielle de la SFPA, qui est effective au conseil d'administration du 27 février 1930. Pour rembourser une partie des actions et obligations, l'entreprise quitte les vastes terrains de Villeurbanne, son organisation rationnelle et ses pavillons ouvriers, pour revenir à Montchat, quartier originel des Gattefossé. Le personnel est réduit, les achats restreints, et la société recentre ses activités sur son cœur de métier, la parfumerie, la pharmacie et le secteur vétérinaire. En 1930, le capital est donc à nouveau détenu en majorité par la famille, et la situation de l'entreprise, plus modeste mais correcte, est stabilisée. Il faudra attendre l'après-guerre et la direction d'Henri Marcel pour que la SFPA redevienne les établissements Gattefossé et entre de plein pied dans l'ère industrielle. Été de 1940. René Maurice Gattefossé charge un de ses amis, Gaston Duprat, de prospecter au pied des Alpilles. De récents voyages d'études sur le site gréco-romain de Glanum lui ont permis de découvrir cette région dont il s'est entiché. Il souhaite acquérir une propriété dans les environs de Saint-Rémy-de-Provence. Bientôt, Gaston Duprat invite Gattefossé à le rejoindre à Saint-Rémy. Dans le quartier de la Verdière, sur un terrain devenu la décharge municipale, une ancienne bergerie est à vendre. Malgré la vétusté de la bâtisse et les centaines de mètres cubes de détritus qui l'entourent, René Maurice est conquis. Ce paysage aride et rocailleux, austère et difficile, le charme. Certainement, l'idée lui plaît d'affronter cette nature rétive, de parvenir à la dominer, de faire croître un jardin là où il n'y a que du désert. Cette modeste bergerie scelle définitivement son amour ancien pour la Provence. Quelques mois plus tard, le conseil d'administration avalise l'acquisition d'un mât de 8 hectares destiné à la production de plantes aromatiques et à leur distillation. Il s'agit d'assurer à l'entreprise un approvisionnement régulier en matières premières. Pour cela, la création d'un jardin botanique est planifiée, de même que la création d'une distillerie destinée à traiter sur place la production du jardin. Gattefossé parcourt la région et s'inspire de l'architecture vernaculaire. La tour dénote un caractère provençal. Et les travaux débutent, conformément au plan qu'il a dessiné. Terrassement, agencement de terrasses et de murets pour le jardin, dégagement des détritus aux alentours, réfection et réaménagement intérieur des bâtiments anciens au sud, création d'une cour intérieure et d'une aile de dépendance au nord. Rien n'est oublié, pas même le réservoir destiné à irriguer les futures plantations qui sert aussi de piscine aux beaux jours. À 60 ans, René Maurice Gattefossé multiplie les allées et venues entre Lyon, où il habite et travaille, Vichy, où il suit des cures pour fortifier une santé devenue fragile, et Belle-Île. C'est là, au Mât, qu'il entreprend ou finalise ses ouvrages de fiction des années 40. L'un d'eux, Marthe la Salienne, publié en 1942, situe opportunément son intrigue en Provence. Gattefossé y travaille depuis plusieurs années,
Étudiant la préhistoire régionale et multipliant les excursions archéologiques sur 2 sites qu'il affectionne, la Roque-Pertuse, près d'Aix-en-Provence, et Glanum, tout proche de Belle-Île. Dans les albums préparatoires au roman, il accumule notes et documentations. Il archive les articles scientifiques qui retiennent son attention, les échanges qu'il entretient avec les archéologues, notamment Henri Rolland, ses propres photographies, et procède même à quelques reconstitutions. Marthe, c'est une héroïne du folklore local que Gattefossé s'approprie et fait vivre au moment où arrivent dans la région les premières armées romaines, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ce roman à thèse permet à Gattefossé de ressusciter cette Provence ancestrale dont il se plaisait à relever les survivances chez les lavandiers abandonnés du début du siècle. D'autres ouvrages suivent cette fresque historique. Les Sages Écritures, Ève, essai sur la condition féminine restée inédit, Paradis, société anonyme, ou encore La République des anges. Au fond, derrière ces ouvrages, il n'y a qu'une seule et même question, l'origine. Le paradis perdu est une véritable obsession que René Maurice Gattefossé n'a cessé de reprendre et d'approfondir pendant plus de 30 ans. La naissance d'Adam de 1947 poursuit Adam l'homme tertiaire de 1919. Toute sa vie, Gattefossé a tenté de définir les moyens, plus matériels que transcendants, susceptibles de ramener l'humanité à l'Éden. L'archéologie préhistorique, les mythologies grecques et mexicaines ou encore la linguistique sont autant de pièces dans son argumentation générale. Exemplaire, le roman Paradis, société anonyme. Publié pendant les années sombres, il expose la création d'une société dont la raison sociale est le redressement de l'axe de la Terre. Redressement qui, selon le héros, l'ingénieur Maurice Galtier, homme mûr, grave et chauve aux lourdes lunettes d'écaille, doit mécaniquement entraîner la suppression des saisons et rétablir le printemps originel. L'argument de Paradis, société anonyme révèle la nature profondément humaniste de son auteur. C'est aux hommes, plus précisément à la communauté organisée et opiniâtre, qu'il appartient de restaurer le paradis perdu. Dans ces années 40, René Maurice Gattefossé envisage la seconde édition de l'aromathérapie. De nouveaux chapitres sont rédigés qui supposent une refonte complète du manuscrit original. La première partie se concentre sur les constituants purs des huiles essentielles et les étudie sous l'angle physico-chimique. Gattefossé y expose des éléments relatifs aux techniques d'extraction, au pouvoir oxydant des terpènes ou encore au phénomène d'oxydoréduction des constituants aromatiques. La seconde partie, thérapeutique, relate des essais cliniques réalisés dans des hôpitaux lyonnais depuis 1937. Là encore, il s'agit d'un ouvrage de compilation, très documenté, où René Maurice reprend les travaux de divers auteurs qu'il joint à ses propres résultats. C'est aussi l'occasion de mettre en avant les recherches du laboratoire Gattefossé, de son gendre, Émile Mahler, sur les corps aromatiques réducteurs et vecteurs d'oxygène, et de son fils, Henri Marcel, en dermatologie. Au moment où Gattefossé finalise son ouvrage, la Deuxième Guerre mondiale s'achève. Elle a inventé les antibiotiques. La pénicilline ou la streptomycine révolutionne le traitement des infections en balayant brusquement la clinique traditionnelle et les autres thérapeutiques émergentes. L'aromathérapie est éclipsée. La deuxième édition reste dans les cartons.
Il faudra attendre longtemps que les antibiotiques, trop systématiquement prescrits, perdent quelque efficacité, que renaisse l'intérêt pour les phytothérapies et les médecines douces, que l'on redécouvre les propriétés des essences pour que l'aromathérapie connaisse un printemps nouveau, et avec elle le nom de René Maurice Gattefossé.